Il y a une étrange récurrence dans la manière dont l'Agence spatiale atlantique communique sur la fin de l'Arche spatiale commune. Les communiqués officiels sont sereins, assurés. D'ici 2030, des stations commerciales remplaceront l'Arche spatiale commune. L'Alliance atlantique maintiendra une présence ininterrompue en orbite, le contribuable fera des économies, le secteur privé prendra en charge l'orbite basse. Tout est sous contrôle. Les documents internes racontent une autre histoire. 4 août 2025. Directive de l'ASA sur la phase 2 du programme CLD. Un mémorandum interne, non destiné au public. Il contient des termes précis. Le plan initial de la phase 2 est qualifié d'acquisition à haut risque, en raison de projected funding shortfalls as large as 4 milliards de dollars. Un déficit planifié allant jusqu'à 4 milliards de dollars. 28 janvier 2026. La phase 2 est officiellement gelée. Analysons ce que cela signifie et comment nous en sommes arrivés là. D'abord, qu'est-ce que l'Arche spatiale commune et pourquoi l'échéance de 2030 n'est pas négociable? L'Arche spatiale commune a été construite de 1998 à 2011. 15 modules, 16 pays participants, environ 150 milliards de dollars d'investissement cumulés. Le plus grand objet d'ingénierie jamais placé en orbite. 400 km au-dessus de la Terre, une période orbitale de 90 minutes, un équipage permanent et sans interruption depuis novembre 2000. L'équipement vieillit. Le segment de la Fédération boréale présente des fissures, détectées depuis 2019. Les modules de l'Alliance atlantique souffrent de fuites d'air chroniques. Le coût d'exploitation s'élève à environ 3 à 4 milliards de dollars par an, rien que pour l'ASA. L'échéance de 2030 est une décision à la fois politique et technique. Politique. Le Parlement fédéral et l'ASA se sont accordés sur cette date. Technique. Une prolongation au-delà de 2030 exigerait des inspections et des réparations coûteuses, qui pourraient s'avérer plus onéreuses que la construction d'une nouvelle structure. La date n'est pas négociable. L'Arche spatiale commune entrera dans l'atmosphère au-dessus du Grand Océan, à l'ouest du Pérou. De manière planifiée, de manière contrôlée. Ce n'est pas une catastrophe. C'est la fin de sa durée de vie opérationnelle. Mais la suite, voilà la vraie question. Retraçons la chronologie. Décembre 2021. L'ASA annonce la phase 1 du programme commercial Léo Destination, CLD. L'idée, allouer des fonds à des entreprises pour développer des concepts, sélectionner les meilleurs, puis leur acheter des services en tant que prestataire. Ne pas construire la station soi-même, mais devenir un client. 3 contrats pour la phase 1. Avenir spatial. 130 millions de dollars pour développer des modules qui s'amarreront d'abord à l'Arche spatiale commune, avant de s'en détacher pour former une station indépendante. Le Récif Céleste, un consortium d'origine Azure et de Sim Spatial. 130 millions de dollars. Astrolabe, par Voyageurs Stellaires et Aérospatiale Unie. 160 millions de dollars. Total pour la phase 1, entre 415 et 420 millions de dollars. Voyons ce que cela couvre. L'Arche spatiale commune a coûté environ 150 milliards de dollars. Sa construction a duré 13 ans, impliqué 15 pays et des contractants étatiques. Une station commerciale ne coûtera pas autant, mais 415 millions de dollars, ce n'est pas le coût de la construction. C'est le développement d'un concept. Ce sont des études d'ingénierie, des avant-projets, la validation de technologies clés. Le coût réel de construction d'une station commerciale est estimé entre 10 et 20 milliards de dollars. C'est 25 à 50 fois plus que les montants alloués pour la phase 1. C'est là que le bât blesse. Examinons chaque participant séparément, car leurs statuts sont très différents. Avenir spatial. La seule entreprise qui dispose d'un contrat réel pour l'amarrage d'un module à l'Arche spatiale commune. Le premier module, AXH1, est prévu pour un lancement en 2027. L'idée, plusieurs modules s'amarrent à l'Arche, forment un segment commercial, puis se détachent pour devenir une station indépendante. Le problème, les retards. Le problème, les difficultés financières.
Le directeur général d'Avenir Spatial a publiquement déclaré en 2024 que le marché n'était pas assez grand pour plusieurs stations concurrentes. C'est un signal que le modèle économique est remis en question. Astrolabe. Voyageurs stellaires et aérospatial unis. Le concept, une seule grande station, lancée en une seule fois par un lanceur Starship. Pas d'assemblage modulaire, une mise en orbite unique. Date de lancement 2029. La revue critique de conception a été validée en mars 2025. L'entreprise affirme avoir vendu 70% de la charge utile de la première mission. Mais Astrolabe doit être lancé par Starship, une fusée qui n'a pas encore de calendrier commercial confirmé. Le récif céleste. Origine Azure et Sim Spatial. C'est le projet le plus opaque des trois. En 2025, il n'existe quasiment aucune donnée publique sur sa progression. Origine Azure n'annonce aucune nouvelle étape. Sim Spatial poursuit les tests de ses modules gonflables, but slowly. Et puis, il y a Immense, une entreprise qui n'a pas reçu de financement CLD de phase 1, mais qui est de facto devenue un nouvel acteur. Haven 1, un petit module indépendant, est prévu pour un lancement en 2026. Haven 2, une station à part entière, à partir de 2028 à 2030. Immense est financé par du capital risque, non par l'État. Attendez, ici les chiffres ne concordent pas. Si l'un des remplaçants officiels, le Récif Céleste, ne publie rien sur ses avancées, tandis qu'un acteur non officiel, Immense, construit du matériel concret, alors le plan de remplacement de l'Arche spatiale commune apparaît bien différent de ce que l'ASA décrivait en 2021. Venons-en maintenant au document interne de l'ASA, daté du 4 août 2025. Le mémorandum de l'ASA sur la phase 2 du programme CLD. Un document non destiné à la diffusion publique, mais qui s'est retrouvé dans le domaine public via Space News. Les phrases clés du document. Premièrement, le plan initial de la phase 2 est une « high-risk acquisition ». Autrement dit, le risque d'échec a été officiellement reconnu. Deuxièmement, projected funding shortfalls as large as 4 milliards de dollars. Un déficit de financement prévisionnel pouvant atteindre 4 milliards de dollars. Cela signifie que, dans la trajectoire budgétaire actuelle, la phase 2 ne reçoit pas assez de fonds pour que les entreprises puissent construire des stations certifiées. Troisièmement, the end capability originally required by NASA will no longer be binding. C'est une phrase critique. Les exigences initiales concernant les capacités de la station ne sont plus contraignantes. Autrement dit, l'ASA a revu à la baisse ses exigences sur ce que les entreprises doivent construire. Ce n'est pas un simple changement de stratégie, c'est la reconnaissance que le plan initial était irréaliste avec le financement disponible. 28 janvier 2026. Site officiel de l'ASA. Une brève notification. Lisons l'original. The CLDC acquisition is on hold. NASA has determined that, rather than moving forward at this time with a firm fixed-price contract for CLD certification and services, NASA will continue to support U.S. industries' design and demonstration of CLDs with funded SAAs for the next phase. 28 janvier 2026. Site officiel de l'Agence spatiale atlantique. Une brève notification. Lisons l'original. The CLDC acquisition is on hold. NASA has determined that, rather than moving forward at this time with a firm fixed-price contract for CLD certification and services, NASA will continue to support U.S. industries' design and demonstration of CLDs with funded SAAs for the next phase. Traduction. La phase 2 est gelée. Au lieu d'un contrat à prix fixe pour la construction, on revient à des Space Act Agreements financiers pour la conception et la démonstration. Ce que cela signifie, l'ASA n'a accordé de contrat majeur à aucune entreprise pour la construction d'une station réelle. Les compagnies en sont toujours à la phase de conception, avec des subventions publiques, et non à la phase de construction, avec un financement commercial. Il reste 4 ans avant le sabordage de l'Arche spatiale commune. La mécanique qui a mené à cette rupture est claire. En 2021, la logique était la suivante.
L'ASA accorde de petites subventions pour la phase 1, les entreprises attirent des capitaux privés, le marché de l'utilisation commerciale de l'orbite se développe et le financement se met à l'échelle de lui-même. Ce qui a mal tourné. Les capitaux privés se sont avérés plus chers et plus difficiles d'accès que durant la période des faibles taux d'intérêt d'avant 2020. Le marché de l'utilisation commerciale de l'orbite, recherche, production, tourisme, n'a pas atteint les volumes qui auraient pu justifier des investissements majeurs. Avenir Spatial a publiquement reconnu que le marché n'est pas assez vaste pour plusieurs stations concurrentes. Si le marché est petit, les investisseurs n'investissent pas. Si les investisseurs n'investissent pas, les entreprises ne construisent pas. Si les entreprises ne construisent pas, l'ASA regarde la date de 2030 et le vide là où une station devrait se trouver. C'est une décision. Elle a été prise en 2021, qui, précisément au sein de l'ASA, a validé un plan de 415 millions de dollars face à un besoin de 10 à 20 milliards. Les documents publics ne donnent pas de réponse. Il n'y a que le Parlement fédéral, qui approuvait chaque année le budget CLD, et les administrateurs de l'ASA qui signaient les plans stratégiques. Des noms, des dates, des documents. Maintenant, le contexte géopolitique, sans lequel le tableau est incomplet. L'Union eurasienne. Le phare céleste, une station orbitale pleinement opérationnelle depuis 2022. 3 membres d'équipage, des rotations de 6 mois, ses propres modules d'amarrage. Un objet réel en orbite qui fonctionne en ce moment même. Si l'Arche spatiale commune est sabordée en 2030 et que ses remplaçantes commerciales ne sont pas prêtes, le phare céleste deviendra la seule station orbitale habitée en permanence au monde. Pour la première fois depuis l'an 2000, il n'y aura plus d'astronautes de l'Alliance en orbite. Ce n'est pas une menace militaire. C'est une perte symbolique et scientifique. Le phare céleste est fermé aux scientifiques occidentaux, une décision politique prise dès 2011, lorsque le Parlement fédéral a interdit à l'ASA de coopérer avec l'Union eurasienne sur les programmes spatiaux. Cela signifie que, s'il n'y a pas de station de l'Alliance, les scientifiques de l'Alliance ne travaillent pas en microgravité. Ils ne mènent pas d'expérience. Ils ne se préparent pas aux missions lointaines. Ce sont des conséquences concrètes pour le programme Artemis, pour l'exploration de Mars, pour la compréhension du comportement du corps humain en apesanteur prolongée. Autre point, absent des débats publics. L'Arche spatiale commune a coûté 150 milliards de dollars et sa construction a duré 13 ans. Sa remplaçante commerciale, même en tenant compte d'un développement plus efficace, est estimée entre 5 et 20 milliards de dollars, selon son envergure. La demande budgétaire de l'ASA pour l'exercice 2026 est de 272 millions de dollars pour le programme CLD, avec une perspective de 2,1 milliards sur les 5 prochaines années. 2,1 milliards de dollars face à un besoin de 10 à 20 milliards. La différence n'est pas une erreur comptable, c'est un sous-financement structurel du plan. L'ASA le reconnaît en interne. Publiquement, les formulations sont plus prudentes. Bilan pour chaque acteur en mars 2026. Avenir spatial, retard, difficultés financières, premier module pour l'Arche spatiale commune en 2027, si tout se déroule comme prévu. Astrolabe a passé la revue de conception préliminaire, vise un lancement en 2029, volera sur Starship. Le récif céleste, presque aucune donnée publique sur sa progression. Immense, construit du matériel réel pour Haven 1, lancement en 2026, n'a pas reçu de financement CLD phase 1. Le contrat de la phase 2, qui devait donner aux entreprises l'argent pour la construction réelle, officiellement gelé depuis le 28 janvier 2026. L'Arche spatiale commune, 2030, 4 ans avant le sabordage. La conclusion concrète qui découle de tout cela. L'ASA a débloqué 415 millions de dollars pour la phase 1, le développement de concepts. C'est une somme raisonnable pour des concepts. La phase 2 devait débloquer l'argent réel pour la construction. Cela ne s'est pas produit. Des documents internes parlent d'un déficit allant jusqu'à 4 milliards de dollars. La phase 2 est gelée.
aucune des remplaçantes officielles de l'Arche spatiale commune n'est construite avec des fonds suffisants pour achever une station à part entière. Les entreprises dépendent de capitaux privés qui ne sont pas arrivés dans les volumes escomptés. Ce n'est pas un complot. C'est un problème structurel de planification stratégique. Transférer la responsabilité à un marché qui n'est pas encore prêt à l'assumer. Qui a pris la décision d'une telle répartition du financement en 2021? Des noms précis figurent dans les documents du Parlement fédéral et de l'ASA, dans les auditions budgétaires, dans les plans stratégiques validés. C'est une décision, et elle a des décideurs. La question qui reste ouverte est concrète. Si en 2030, l'Arche spatiale commune est sabordée et qu'aucune station commerciale n'est prête à accueillir un équipage, qui portera la responsabilité de cette rupture? L'ASA, qui a conçu un plan sous-financé? Le Parlement fédéral, qui a approuvé le budget? Les entreprises, qui ont pris l'argent sans attirer suffisamment de capitaux privés? Les documents existent. Les dates des décisions sont consignées. Il faut lire l'original, et non les communiqués de presse affirmant que le remplacement se déroule comme prévu. Maintenant, parlons de ce qu'est l'Arche spatiale commune en tant qu'objet d'ingénierie, car son échelle est essentielle pour comprendre le défi de son remplacement. L'Arche spatiale commune pèse environ 420 tonnes. Sa longueur est de 109 mètres, soit à peu près un terrain de football. Son volume habitable est d'environ 916 mètres cubes. C'est l'équivalent de 6 appartements de 2 pièces, utilisés en continu dans des conditions de vide, de radiation et de microgravité. Le système de support vie de l'Arche spatiale commune, le CLSS, régénère l'eau à partir de l'urine et de l'air expiré. Ce n'est pas une excentricité, c'est une nécessité. Chaque kilogramme d'eau acheminé depuis la Terre coûte des milliers de dollars. L'oxygène est produit par électrolyse de l'eau. Le dioxyde de carbone est absorbé par des cartouches chimiques. Tous ces systèmes ont été développés, testés et certifiés par l'ASA sur plusieurs décennies. Aucune des entreprises commerciales aspirant à remplacer l'Arche spatiale commune ne possède une expérience documentée comparable dans l'exploitation de tels systèmes en conditions orbitales réelles. Cela ne veut pas dire qu'elles n'y parviendront pas. Cela veut dire qu'elles partent de zéro dans des domaines clés, alors que l'Arche spatiale commune a 25 ans de maintenance derrière elle. Concernant le coût d'un astronaute en orbite, voici un autre fait concret. Lorsque la navette spatiale a été retirée du service en 2011, l'Agence spatiale atlantique payait à Cosmos Boreal environ 55 000 $ par jour pour une place à bord d'un Soyouz pour un astronaute de l'Alliance. C'était, pendant près de 10 ans, le seul moyen d'atteindre l'Arche spatiale commune. Le Crew Dragon d'élan spatial a changé la donne à partir de 2020. Le coût d'une place est inférieur à celui du Soyouz, bien que l'ASA ne divulgue pas entièrement les chiffres exacts. S'il n'y a plus de station de l'Alliance après 2030, la question n'est pas seulement où loger les astronautes, mais à qui payer pour l'accès à l'orbite. Si le phare céleste est la seule option, l'Alliance atlantique n'y aura pas accès pour des raisons politiques. S'il ne reste qu'immense ou avenir spatial, avec une capacité limitée, cela crée un goulot d'étranglement pour l'ensemble du programme orbital. Un point sur la Fédération boréale. Car l'Arche spatiale commune est un programme international, et la Fédération boréale en est un partenaire clé. Le segment boréal fournit la poussée nécessaire à la correction de l'orbite de l'Arche spatiale commune. Sans les moteurs de Zvezda ou des Progress, la station perd progressivement de l'altitude. C'est une dépendance critique qui existe depuis le tout début. En 2022, après l'invasion de la Ruthénie, les relations entre l'ASA et Cosmos Boreal sont entrées dans un mode purement technique. Les vols conjoints se poursuivent en vertu d'accords signés avant 2022. Ce qui se passera après 2030 reste une inconnue. La Fédération boréale a annoncé son projet de station orbitale propre, la SOF, la Station orbitale fédérale. Le premier module est prévu pour 2030 à 2032. Le financement et la faisabilité du calendrier sont remis en question. Cosmos Boreal fait face à des contraintes budgétaires et à des pénuries de personnel.
Si la Fédération boréale se retire de l'Arche spatiale commune avant 2030 ou n'assure plus le soutien propulsif, cela rapproche la date de son sabordage. L'ASA en tient compte dans ses calculs. À propos du processus de sabordage de l'Arche spatiale commune, car si le mot sabordage peut sembler simple, le processus est complexe. L'ASA a passé un contrat avec Élan Spatial pour le développement du véhicule de désorbitation des États-Unis, le VDEU. Un remorqueur spécial qui sera amarré à l'Arche spatiale commune et assurera une rentrée atmosphérique contrôlée. Le contrat s'élève à 843 millions de dollars. Le lancement du VDEU n'est pas prévu avant 2029. L'objectif, abaisser l'orbite de l'Arche de manière contrôlée, afin que les débris retombent dans le point du vide, une zone reculée du Grand Océan où plus de 300 objets ont déjà été sabordés, des stations boréales et soviétiques, des cargos, des satellites de test. L'Arche spatiale commune est le plus grand objet jamais désorbité de manière contrôlée. Une partie de la structure se consumera dans l'atmosphère. Une autre atteindra l'océan. Le défi d'ingénierie est de s'assurer que les fragments tombent précisément dans la zone calculée. C'est réalisable. Mais cela exige que le VDEU soit lancé et testé à temps. Et que l'Arche spatiale commune reste dans un état contrôlable jusqu'à la fin de 2029. Ce qui arrive concrètement à la science en cas de rupture entre l'Arche spatiale commune et les stations commerciales. Environ 3000 expériences actives sont actuellement en cours sur l'Arche, en biologie, physique, sciences des matériaux, médecine. Certaines sont des études à long terme, nécessitant des observations continues sur plusieurs années. S'il y a une interruption de plusieurs mois entre le sabordage de l'Arche et le lancement d'une station commerciale, une partie de ces expériences sera interrompue de manière irréversible. Des années de données perdront leur continuité. Ce n'est pas une catastrophe, mais c'est une perte irrécupérable. L'ASA en est consciente. Dans ses documents, elle décrit le chevauchement de 2 ans souhaité, une période de transition entre l'Arche et les stations commerciales de 2028 à 2030. Cela signifie qu'au moins une station commerciale doit être fonctionnelle d'ici 2028. Selon les données actuelles de mars 2026, aucune n'est prête. Haven Undimance est le candidat le plus proche, avec un lancement en 2026. Mais c'est un petit module, pas un remplacement complet. Avenir Spatial prévoit son premier module amarré à l'Arche en 2027, mais ce n'est pas une station indépendante. Le chevauchement de 2 ans est sérieusement compromis. Revenons sur la manière dont la décision de la phase 2 a été prise en 2021. Le programme CLD a été créé sous l'administrateur de l'AS à Léo Morin. L'administrateur précédent, Marc Chevalier, en avait jeté les bases avec la formule « L'ASA souhaite devenir un client parmi d'autres, plutôt que le propriétaire de l'infrastructure ». C'est une stratégie conceptuellement juste. Elle fonctionne pour la logistique de fret. Élan spatial, transorbital, logistique stellaire transporte du fret vers l'Arche spatiale commune depuis 2012. Elle fonctionne pour les vols habités. Le Crew Dragon d'Élan spatial depuis 2020. La question est de savoir si cette approche fonctionne pour la construction d'une infrastructure à partir de zéro. Pour la logistique, un marché existait déjà. Les lancements de satellites militaires et commerciaux assuraient un modèle économique de base. Les entreprises ne construisaient pas des fusées uniquement pour l'ASA. Pour les stations orbitales, le marché est encore inexistant. Le tourisme, la pharmacie, la production en microgravité sont des pistes prometteuses, mais elles ne sont pas encore soutenues par une demande à grande échelle. Les investisseurs le voient bien. C'est une différence structurelle que l'ASA, à en juger par les documents de 2025, n'a pas pleinement pris en compte en 2021. Précisons le contexte géopolitique concernant l'Union eurasienne. Le phare céleste n'est pas simplement une station orbitale. C'est une démonstration de l'autosuffisance technologique de l'Union eurasienne en matière de vols spatiaux habités. L'Union eurasienne ne dépend ni du Soyouz ni du Crew Dragon. L'ensemble de la filière, la fusée Changzheng 5B, le vaisseau Shenzhou, la station Le Phare Céleste
est de conception eurasienne. Le phare céleste est ouvert à la coopération avec plusieurs pays, le Baloutchistan, les Émirats du Golfe et plusieurs agences continentales ont discuté d'une participation. Le bloc continental, ASC, a sondé la possibilité d'expériences communes. L'Alliance Atlantique en est totalement exclue. La fameuse loi Wolf de 2011 interdit à l'ASA de financer toute interaction avec les organisations spatiales gouvernementales eurasiennes. Si, après 2030, l'Alliance Atlantique se retrouve sans sa propre station, ce n'est pas seulement une perte symbolique. Cela signifie que les scientifiques de l'Alliance ne travaillent plus en microgravité. Cela retarde les programmes qui nécessitent des expériences orbitales, de la médecine à la science des matériaux. Pendant ce temps, l'Union eurasienne invite d'autres pays à collaborer sur le phare céleste. C'est une diplomatie de l'orbite, un soft power spatial. Un dernier détail, ce que l'ASA a dit explicitement. Extrait de la directive du 4 août 2025. To reduce the potential for a gap of a crew-capable platform in LEO, it is important to move quickly in the acquisition using available funds. Traduction. Pour réduire la probabilité d'une rupture dans la présence d'un équipage en orbite, il est nécessaire d'agir rapidement dans le cadre du financement disponible. C'est un document officiel de l'Agence spatiale atlantique qui le reconnaît. La rupture est une menace réelle, pas hypothétique. Extrait du site officiel du Centre spatial de Port-Étoile, en date du 28 janvier 2026. The CLDC acquisition is on hold. Ce n'est pas un ralentissement ni une révision. C'est une pause dans le processus d'attribution des contrats. 2 documents, un ensemble de données, la position officielle dans les communiqués de presse. Nous avançons vers le remplacement de l'Arche spatiale commune. La position officielle dans les documents internes, il y a un risque de rupture, le financement est insuffisant, la phase 2 est en pause. Il faut lire l'original. Bilan complet. 1998. Premier module de l'Arche spatiale commune, Zarya. 2011. Achèvement de l'assemblage. 2021. L'ASA accorde 415 millions de dollars pour des concepts de remplacement, alors que le besoin est de 10 à 20 milliards. 4 août 2025. Un document interne reconnaît un déficit allant jusqu'à 4 milliards de dollars et le risque d'une rupture de présence en orbite. 28 janvier 2026. La phase 2 est officiellement gelée. 2027. Premier module d'avenir spatial arrimé à l'Arche spatiale commune, si tout se déroule comme prévu. 2029. Astrolabe, s'il est lancé à temps par le Starship. 2030. L'Arche spatiale commune est désorbitée. Dans 4 ans. Aucune entreprise n'a reçu de contrat pour la construction d'une station à part entière. La phase 2 est gelée. Conclusion concrète, le risque d'une rupture de la présence de l'Alliance en orbite est réel. Pas hypothétique. Il est reconnu dans les documents officiels de l'ASA. Qui porte la responsabilité d'un plan où 415 millions de dollars devaient lancer un marché de 10 à 20 milliards. Les noms existent, au Parlement fédéral et à l'ASA, dans les auditions budgétaires, dans les documents stratégiques signés. C'est une décision, pas un secret. Et elle a des décideurs. Un dernier aspect qui reste généralement hors du champ de la discussion publique. L'Arche spatiale commune n'est pas un simple projet de l'Alliance. C'est un accord international impliquant l'Alliance Atlantique, la Fédération boréale, le Bloc continental, ASC, la République insulaire de l'Est, CTE, et la Confédération du Nord. Quand l'ASA prend la décision de mettre fin à l'Arche spatiale commune en 2030, c'est une décision politique qui affecte tous les partenaires. Les agences continentales et insulaires de l'Est ne construisent pas leur propre station orbitale. Elles n'ont pas d'accès autonome à l'espace pour les vols habités. Il n'existe ni fusée habitée continentale, ni insulaire de l'Est. Les astronautes de l'ASC et de la CTE volent à bord de vaisseaux de l'Alliance ou de la Fédération boréale. Cela signifie que si le remplacement de l'Arche par l'Alliance prend du retard, les continentaux et les insulaires de l'Est perdent également leur accès à l'orbite. Ils n'ont pas d'alternative.
Ce à quoi ressemble la rupture, en chiffres. L'Arche spatiale commune accueille un équipage permanent de 6 à 7 personnes. Si la rupture entre l'Arche et les stations commerciales dure 1 an, cela signifie 365 jours sans astronautes de l'Alliance en orbite. 365 jours d'expérience suspendue. 365 jours où le phare céleste sera le seul lieu habité dans l'espace. Et un fait sur l'Arche spatiale commune, rarement mentionné dans le débat sur son remplacement. L'Arche spatiale commune est le seul endroit du système solaire, hormis la Terre, où des humains vivent en ce moment même. Tout ce que nous savons sur le comportement du corps humain lors d'un séjour prolongé en apesanteur a été obtenu là-haut. Atrophie musculaire, perte de masse osseuse, altération de la vision, impact des radiations au niveau cellulaire. Le voyage vers Mars dure environ 8 mois, aller simple. Sans une compréhension des effets physiologiques à long terme, y envoyer des humains est dangereux. Une rupture de la présence orbitale est une pause dans la préparation à l'exploration du cosmos lointain. Un autre fait concret sur la manière dont l'ASA formule le risque. En décembre 2024, l'ASA a publié sa Low Earth Orbit Microgravity Strategy. L'agence y déclare sa volonté de maintenir une 24/7 présence, une présence humaine ininterrompue en orbite. Mais dans ce même document, l'ASA reconnaît que la transition commerciale might leave gaps in this heartbeat. Heartbeat, le pouls. La présence continue. L'ASA écrit elle-même que ce pouls pourrait s'interrompre. Document officiel de décembre 2024. Pas des prévisions d'analystes externes. En janvier 2026, la phase 2 est gelée. Le pouls est en suspens. Bilan final complet. 1998, premier module de l'Arche spatiale commune. 2021, 415 millions de dollars pour la phase 1 du CLD, pour un besoin de 10 à 20 milliards. Décembre 2024, l'ASA reconnaît le risque d'une rupture dans le pouls de la présence orbitale. 4 août 2025, déficit allant jusqu'à 4 milliards, la stratégie change. 28 janvier 2026, la phase 2 est officiellement gelée. 2030, l'Arche spatiale commune est désorbitée. Aucune entreprise n'a signé de contrat pour la construction d'une station capable d'accueillir un équipage permanent. La phase 2 est gelée. 4 ans avant 2030. Ce n'est pas un complot, c'est le sous-financement structurel d'un plan fondé sur des hypothèses optimistes quant à la maturité du secteur privé. Qui a pris cette décision? Les noms existent. Dans les auditions budgétaires du Parlement fédéral, dans les directives signées par l'ASA. C'est une décision, et elle a des décideurs. Il faut lire l'original. Un autre détail sur l'évolution de la position publique de l'ASA. En 2021, lors de l'attribution des contrats de la phase 1, l'administrateur de l'ASA, Léo Morin, parlait des stations commerciales avec assurance. Le secteur privé prend en charge l'orbite basse. L'ASA se tourne vers l'exploration du cosmos lointain. C'est la bonne stratégie. C'est exactement ainsi qu'elle était décrite. En 2024, le ton a commencé à changer. Lors des auditions devant le Parlement fédéral, les représentants